Amis de TVADP, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'invite une charmante dame qui s'appelle Sabrina. Donc, et vous allez voir, on a un sujet intéressant à vous annoncer. Donc, est-ce que Sabrina, tu es là? Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Sabrina. Bon, Bonsoir. Sabrina, nous on se connaît un petit peu quand même, donc on a une émission qui va être très particulière aujourd'hui parce qu'on va leur annoncer quelque chose et on va annoncer aussi pourquoi on annonce ça. Mais avant, Sabrina, tu veux bien te présenter pour que ça soit à peu près sympa pour tout le monde? Oui, donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Sabrina Bourré, je suis sur la région grenobloise et j'ai lancé l'alerte pendant plus de 2 ans concernant l'histoire de ma fille. Je vais pas revenir dessus, c'est un dossier pédocriminel, je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai donné ma parole à ma fille que je ne parlerai plus de ce dossier. Mais je reviens en public pour pouvoir continuer de lancer l'alerte sur les autres dossiers pédos et aussi sur les placements abusifs. Voilà, en Bon, résumé, qui je suis. voilà. Bien, Sabrina. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse déjà dans un premier temps, avant qu'on aborde le sujet, c'est de donner l'idée même de l'émission, d'accord? Et pour ça, je vais mettre une petite bannière parce que je crois que juste en dessous la bannière qui va défiler, il y a presque l'explication, d'accord? Donc ce serait peut-être pas trop mal, voilà. Donc là, ça défile normalement, si je me trompe pas, hein? Oui. Et l'émission qu'on va présenter avec le sujet, c'est l'enfant, un business pas comme les autres. Tu es d'accord sur l'idée de l'émission? Oui, oui, alors c'est vrai que c'est un titre choc, mais c'est que quand on est face à à la réalité, c'est choquant. Voilà. Bon, alors là, j'affiche nos noms pour que ça soit à l'écran maintenant, donc on sait que c'est toi qui es là et c'est moi qui est là. Oui, Et maintenant, on va parler de cette future émission qu'on va mettre en place où tu seras l'animatrice. Alors pour l'instant, la chose qui n'est pas encore définie, c'est le jour de diffusion exact, où il y aura peut-être une date précise, mais comme elle sera en plus souvent en replay, il y aura même des rediffusions. En tout cas, oui, l'objectif, c'est de donner à la parole à des gens, à des dames, souvent des femmes, d'accord, euh, qui se retrouvent avec ce qu'on appelle des litiges sur la garde des enfants et notamment toute la mécanique financière qui est derrière tout ça. Parce qu'il ne oui. faut pas oublier qu'on a appelé ça l'enfant un business pas comme les autres, mais on a souvent des raisons. Alors, Oui. Sabrina, si tu avais déjà une première introduction à dire comment tu vas faire, comment tu animerais cette émission-là, quels seraient par exemple tes types d'interrogations ou de questionnements que tu pourrais faire à ces gens-là? Vas-y, explique-toi un petit peu, Sabrina. Alors déjà pour cette nouvelle émission, on va partir sur un format monté, donc ça sera très rarement du live en fait, tout simplement parce que j'aimerais pouvoir agrémenter les vidéos de documents, hein, tout simplement pour pouvoir illustrer un peu le propos de mes invités. Euh, on aura essentiellement des mamans, malheureusement, mais c'est souvent les mamans qui se retrouvent désenfantées. On va parler de dysfonctionnement judiciaire, puisque quand un parent, en incluant les papas évidemment, quand un parent se retrouve désenfanté, bien souvent c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements derrière. Donc on nommera la chose dysfonctionnement pour ne pas heurter la sensibilité de la magistrature, des personnes mises en cause dans ces dysfonctionnements, même si, quoi qu'il en soit, que ce soit malveillant ou non, le dysfonctionnement est très lourd de conséquences. Bon, Voilà. Après, bon, bah, les interviews, ça va être du vécu, hein, du vécu de ses parents. Ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir interviewer des jeunes sortis de l'ASE, sortis des foyers, des placements en fait. alors, tu rappelles dans l'émission ce que c'est que l'ASE pour ceux qui nous écoutent, parce que peut-être que les sigles
tout ça, ils les connaissent pas, mais il faut qu'on ait la permanence à les rappeler. Allez, vas-y. C'est l'aide sociale à l'enfance. L'ASE, c'est anciennement la DAS, donc c'est les foyers de l'enfance, en fait. Voilà, donc c'est ces associations bien souvent non déclarées qui gèrent le quotidien de ces enfants placés, donc pour une grande majorité de manière arbitraire. Voilà. Voilà. Alors, ça va être le sujet général. Alors moi, par exemple, la première question que je m'amuserais à poser, c'est, par exemple, quels sont les facteurs qui amènent souvent ou la justice ou l'administration qui gère les enfants à prendre la main sur un dossier. À ton avis, toi, si tu avais plusieurs facteurs à donner, par exemple, le type d'incident qui amène ça, tu donnerais lesquels? Il n'y a pas vraiment d'incident en fait, puisque on a des motifs divers et variés comme le parent est trop fusionnel, bien souvent la maman est épileptique, il y a des placements, souvent on entend le conflit parental, donc en omettant évidemment de parler des violences qui sont à l'origine, pas du conflit parental, mais de la mésentente entre les parents, puisque souvent la violence est à l'origine donc de ce conflit, de cette mésentente. Ouais. Voilà, mais on a des motifs qui sont tellement moindres parfois qu'on se demande si c'est pas de la blague en fait. Hein. Alors, voilà. Bon, ça, je voulais que tu en parles parce que moi, je vais te donner par exemple un exemple de cas, d'accord? Donc, mais qui est un exemple parce que Oui. des motifs, il y en a à l'appel, d'accord? Oui. Mais moi, parents, moi, je te donne un exemple, par exemple, très, très concret que j'ai rencontré au cours d'une autre émission que je fais qui s'appelle La mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Oui. Et j'ai constaté, c'est un constat qui est fait, d'accord? Oui. C'est que quand de temps en temps, il y a une liquidation judiciaire d'une entreprise, le gérant qui est marié, si c'est un jeune couple, oui. il se retrouve ruiné, d'accord? Oui. Et là, quand le couple se retrouve ruiné, il commence à y avoir des grosses difficultés financières, oui. Ça provoque souvent un divorce, d'accord? Et tout de suite après, comme par hasard, on a le mécanisme de l'enlèvement des enfants qui arrive. Je dis bien l'enlèvement des enfants, d'accord? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas l'amour que tu as pour ton enfant qui compte pour eux, d'accord? C'est le business de financier qui va avec, d'accord? Et ça, moi, je l'ai rencontré plein de fois. Alors, je vais pas extrapoler encore longtemps là-dessus, mais je peux même dire que le constat que j'ai fait, de temps en temps, quand certains enfants sont enlevés des parents à cause d'une liquidation judiciaire, à cause de la ruine des parents, de temps en temps, certains de ces enfants-là finissent même dans les réseaux de pédophilie. Oui. D'accord? Oui. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais dire parce que c'est un facteur. Mais bien sûr qu'il y en a plein d'autres. Celui que je trouve le plus aberrant, comme tu l'as dit ou tu l'as introduit tout à l'heure, c'est quand tu as trop d'affect pour ton propre enfant. Et là, alors là, pour moi, ça, c'est le paradoxe, mais absolu. Et là, on va tomber dans ce qu'on appelle, bien entendu, si tu es d'accord avec moi, la turpitude et les mensonges des procédures. D'accord? Oui, d'accord. Donc voilà, si tu avais un petit complément à dire sur ça, tu dirais quoi? Que bien souvent, ce sont des mères isolées, des parents isolés qui sont la cible des services sociaux. Comment dirais-je, c'est un peu un cercle vicieux en fait. Quand on sait combien un enfant rapporte tous les mois au département, on se rend compte qu'à un moment donné, ils sont dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il faut ramener toujours plus d'argent pour financer toute la machine qu'il y a autour. Donc, l'enfant se retrouve en fait comme une manne financière pour le département. Donc, on se retrouve aussi avec des familles qui sont réellement maltraitantes, avec des enfants qui sont réellement maltraités. Mais ceux-là, en règle générale, enfin pour une grosse majorité, sont tranquilles. On leur retire pas les enfants parce que c'est plus simple. Et ça, je le tiens d'une éducatrice. Donc, c'est plus simple pour les foyers d'accueillir des enfants bien élevés, bien gentils, sages en fait, hein, plutôt que des enfants qui sont réellement victimes de
de violence ou qui ont réellement besoin d'un suivi social parce que ils sont ingérables. Donc c'est plus compliqué pour eux. Alors ils vont se rabattre sur des enfants qui sont bien chez eux ou qui pourraient en tout cas être accompagnés pour on va dire pour le pourcentage faible qui nécessiterait un accompagnement. Il ne nécessite pas d'être placé, il nécessiterait d'avoir un accompagnement parce que peut-être que les parents sont en difficulté ponctuellement, etc. Là, tu es en train de parler des abus de droit qu'ils prennent, ces gens-là, d'accord? Ils s'autorisent des choses qui vont à l'encontre de la vie familiale, d'accord? De la vie d'une mère avec son enfant. Oui. Et moi, par exemple, quand tu dis ça, je pense à une chose qui me saute vraiment, mais au visage, parce que ça m'insupporte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'abus d'autorité qu'ils ont, notamment quand on découvre l'économie parallèle que ça provoque, parce que tu parlais que ça avait un coût, mais tu as un montant à donner mensuellement, ce que ça fait circuler comme argent par mois, un seul enfant? Alors, pour un seul enfant, c'est en moyenne entre 7 000 et 7 500 euros par mois, donc à rajouter dans les cases recettes du département. Donc, voilà. C'est vraiment une grosse manne d'argent. Voilà, c'est ça que je voulais t'entendre dire, parce que bien entendu, moi j'étais au courant, hein, donc, mais il faut que les gens entendent ça. Ça veut dire qu'après, on a quoi? On a découvert qu'il y avait plein de métiers qui gravitaient autour de ça, qui s'enrichissent uniquement, ou qui vivent, leur métier ne fonctionne uniquement parce qu'on enlève des enfants. Oui, tout à fait. Alors, il faut juste rajouter quand même que c'est pas un montant qui est sorti au hasard du chapeau. Hein. C'est sorti d'un rapport de la Cour des comptes qui date un petit peu maintenant, donc, mais bon, qui est toujours d'actualité puisque les placements d'enfants sont toujours liés à cet apport financier. D'accord. Alors là, maintenant qu'on aborde ce type de phénomène, pour la maman qui est souvent victime, parce que c'est quand même l'essentiel des cas de figure, d'accord? Comment cette femme qui perd son enfant, quels sont ses moyens de réaction et quelles sont souvent ses premières réactions? La première réaction, c'est la panique, c'est l'affolement, c'est un peu le désespoir. Donc, en général, les mamans se ruent chez l'avocat. Ça, c'est la première démarche qu'elles font. Après, le problème, c'est qu'elles se retrouvent dans le système, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant est placé ou que la procédure est ouverte, c'est soit elles ont la chance de tomber sur un bon avocat qui va démonter les arguments tout de suite des services sociaux et avec un certain nombre de preuves, soit l'enfant est placé et après pour le récupérer, c'est la croix et la bannière, ça peut prendre des années. Je connais un papa, pour le coup là c'est un papa, lui ça fait plus de 10 ans que ses 2 enfants sont placés, il n'arrive pas à les faire sortir du placement, c'est terrible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comment dirais-je, l'ASE, enfin les services sociaux, donc les services de l'aide sociale à l'enfance, les juges en fait ne font qu'en fonction de leur rapport, donc ils peuvent bien écrire ce qu'ils veulent dans leur rapport. Les 3/4 du temps, même à 90% du temps, le magistrat ne prendra pas la peine de regarder les déclarations des parents, les preuves que les parents vont amener, donc à savoir les témoignages de comment dirais-je, de voisinage, tout ce qui peut être des témoignages aussi de comment ça s'appelle, d'experts de santé, donc de professionnels de santé, de psychologues qui vont suivre l'enfant en amont et qui vont amener ce genre de documentation. Ils n'en tiennent pas compte en fait. Ils ne tiennent compte que du rapport de l'aide sociale à l'enfance qui est présenté devant le juge en audience. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est quand même quelque chose qui est relativement grave. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le vrai contradictoire dans ce genre d'opération n'existe pas du tout. Non. D'accord? Donc, ça veut dire que l'assistante sociale, elle a tous les pouvoirs. Oui, c'est ça. Donc, elle a pour l'instant en France un gros pouvoir, c'est celui de nuire à la maman ou aux parents. D'accord? C'est pour ça qu'elles choisissent bien les familles gentilles, sages et qui ne poseront pas de problème. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des enfants placés, mais des enfants sages. Tous les enfants qui risqueraient de poser problème, les sociaux ne s'en approchent pas, évidemment. Alors, ça, c'est le côté, là, tu es en train de donner un côté pervers du système, en fait. C'est la réalité. Hein. Après, le système est pervers, mais ça, c'est la réalité. Hein.
Donc, et en fin de compte, c'est pour justement éviter des conflits qui pourraient déstabiliser leur business. C'est uniquement ça. Disons que c'est plus compliqué de gérer un enfant, comment dirais-je, ou délinquant ou un enfant, comment dirais-je, dans un état de faiblesse, quoi, je veux dire, qui nécessiterait d'être accompagné, qui est un petit peu hors de contrôle dans son milieu familial. Ouais. Quand les parents vont demander de l'aide, l'enfant, enfin, bien souvent, les éducateurs ne se mouillent pas dans ce genre enfin, avec ce genre d'enfants. On a aussi les enfants qui sont issus de familles un petit peu nombreuses et un petit peu virulentes. Donc ceux-là, c'est pareil, ils ne sont pas extraits de leur milieu familial quand ils sont en danger. Parce que les services sociaux vont leur préférer des enfants bien plus sages, bien plus calmes. Mais là, on est en train de parler de dysfonctionnement. On est en train de parler de 80% des enfants qui sont placés abusivement. D'accord. Donc là, Non, non. Attends, excuse-moi. Attends. On a émission pour l'Internet. Non. Désolé. C'est pas grave. Ça fait partie aussi du travail qu'on fait, hein, d'accord? Ouais, ouais. Là, si par exemple, j'avais une question bête et méchante, enfin bête plus que méchante, d'accord? Est-ce qu'on a par exemple des tranches d'âge où ça touche tous les âges dans les enfants? C'est les plus jeunes en règle générale quand même. Là, Quand on tu est. dis les plus jeunes, tu peux donner un créneau d'âge ou pas du tout? Ça va de la naissance, parce que aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les services sociaux, par l'intermédiaire de la gendarmerie ou de la police, vont carrément rapter les enfants à la maternité, hein, dès leur naissance, jusqu'à, je sais pas, peut-être 8-10 ans. Ils vont carrément en maternité chercher les enfants? Oui. Non. Oui. Bah, juste après l'accouchement. Oui. Alors, et ça, c'est attaché à quoi? Parce que pour pouvoir faire un enlèvement d'enfants comme ça, il faut qu'il y ait une autorité qui ait décidé. Oui, alors en règle générale, ça se passe dans des fratries. C'est-à-dire que le premier, le deuxième ou le troisième enfant, ils sont déjà placés. Donc celui qui arrive après, dès la maternité, dès la naissance. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'est un mécanisme en fait. D'accord? Oui, oui. Donc, et ce que je comprends pas, c'est la maman qui refait un enfant, c'est dans l'espérance de pouvoir le garder parce qu'on lui a enlevé les autres, ou c'est parce qu'elle est devenue un fournisseur officiel? Alors non, c'est juste qu'en fait, en tant qu'être humain, c'est dans notre droit le plus fondamental de fonder une famille. Donc, les gens font des enfants. Alors, Non, mais bien sûr, je pose cette question-là pour avoir la pertinence de la réponse, en fait. Voilà, il n'y a pas de défiance envers l'État ou de fournisseur, de fournissage entre guillemets de matières premières. Non, c'est un désir d'enfant tout simplement. C'est parce que les gens font des enfants. En même temps, c'est comment dirais-je, c'est le plus naturel des actes humains de faire un enfant. Alors, par exemple, moi, alors je suis là pour poser des questions un peu bizarres, mais est-ce que tu as une idée, par exemple, combien il y a d'enfants qui sont enlevés par ce mécanisme-là par an en France? Ça fait quoi en nombre? Je sais pas exactement. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a 300 000 enfants placés actuellement en France et que selon la Cour des comptes, entre 50 et 80% de ces enfants ne devraient pas être placés. Et ça, c'est la Cour des comptes qui le dit. Oui. Donc, ça, c'est ça qui est invraisemblable. Mais alors, là, si on faisait, alors, la perversité de la question que je vais poser, elle est très simple. Si on enlevait les 50 à 80% des enfants qui seraient plus enlevés, ça ferait disparaître combien d'emplois? Un certain nombre. Alors, sachant quand même qu'il y a des fois, quand on regarde le nombre de personnel qui est employé dans un foyer, d'un certain nombre d'enfants, il y a un seul personnel déclaré. Donc, peut-être que les fonds, tout simplement, qui vont dans les cases recettes du département ne sont pas utilisés pour l'enfance, en fait. Malgré le fait que ces associations qui gèrent les foyers touchent un certain nombre, touchent beaucoup d'argent, mais c'est pas mis de toute façon dans le bien-être des enfants, ni dans les emplois en tant que travailleurs sociaux, donc pour accompagner les enfants dans ces établissements, ni dans les soins pour les enfants, ni dans les habits pour les enfants. Enfin, c'est pas de toute façon utilisé pour l'enfant.
Bon, alors, maintenant, je vais poser une question très matérialiste, d'accord? On t'enlève un enfant, on le place. Mm. Le choix de la famille qui est fait, parce que il y a pas de hasard, non? Il y a déjà des gens qui sont demandeurs, d'accord? Et il y en a d'autres qui font de l'élevage, si tu vois ce que je veux dire. Bon, Ce qui c'est-à-dire. m'intéresse de savoir, c'est quelle est la proportion, par exemple, de gens qui ne prennent des enfants que pour faire rentrer du fric, que pour faire rentrer du fric. Alors Est-ce que ça ça, existe? Est-ce que oui, ça existe? oui, bien sûr que ça existe. Et j'ai deux invités en tête qui seront plus à même de développer ces sujets lors des émissions. D'accord. Donc, en Voilà, tout cas, ça sera un sujet qu'on développera. tout D'accord? à fait. Parce que ça existe. C'est pas une question bête, ce que je dis. Non, non, tout à fait, ça existe. C'est pas une question bête. Il y a pas de question bête, mon cher Christophe. Il y a que des réponses. Non, non, mais je compte bien inviter des personnes qui sont beaucoup plus sensibilisées que moi sur les placements abusifs, parce que du coup, moi, je suis plus sensibilisée sur les affaires pédocriminelles. Donc, j'ai beaucoup plus de documentation et de connaissances en ce qui concerne les réseaux, les affaires de pédocriminalité. Mais par contre, justement, il est prévu que j'invite un certain nombre de personnes, même des parents qui sont bien plus informés que moi, puisque victimes, eux, de ces placements abusifs. Alors, bien sûr, moi, j'aurai l'occasion aussi de te donner des contacts que j'ai autour de moi, parce que, bien Oui, entendu, dans mes propres dossiers juridiques autres, on oui, a des interférences avec ce genre de mécanisme. Hein, ça oui, me paraît évident. Puis, comme on a en plus des liens avec des personnes communes, on n'aura pas trop de mal à te faire animer 1 heure par semaine, parce que c'est ce qui est prévu, hein, une oui, émission une fois par semaine. oui. Alors, je pense même que de temps en temps, tu auras des invités, des collectifs qui viendront peut-être. Oui, Parce qu'il oui, existe des associations de défense. oui, tout à fait. Beaucoup. Il existe des associations. Oui, il y en a un certain nombre. Oui, elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus actives, et on retrouve vraiment des petites structures à échelle humaine. Donc, c'est plus des grosses associations financées par l'État qui, justement, pour garder leur financement, ne seraient pas à même de parler de tout. Ouais, Donc, ouais, non, mais, voilà. Mais on retrouve de plus en plus de petites structures, effectivement. ouais, je sais, parce que moi, Désolée, mon téléphone n'arrête pas de sonner. non, non, D'habitude, mais elle sonne plus c'est sur pas le grave. téléphone. Tu es dans un environnement professionnel. Là, on fait une émission qu'annonce ta future émission. Donc, Oui, après, quand tu feras tes vrais directs toute seule, il faudra que ton environnement, ça soit le soir, que oui, ça sonne moins. C'est tout. tout Mais à pour fait, nous, oui. aujourd'hui, c'est pas trop gênant. Moi, ce Oui, que je voulais dire derrière ça, c'est que quand on, quand on côtoie certaines associations, je me suis aperçu qu'il y avait euh, certaines associations qui ne gèrent que, par exemple, 5 ou 6 conflits, c'est tout. oui, En plus, effectivement, oui. Oui, hein? oui, mais après, ça va dépendre de la taille de l'association, en fait. Et ça Ouais. dépend aussi de ses statuts, de ce qu'elle, de son objet, de ce qu'elle propose, en fait, hein, tout simplement. Par exemple, je donne un exemple assez. Ouais, mon association a pour vocation comment dirais-je, pas de, ouais, de dénoncer, mais de sensibiliser le public par rapport à ces dysfonctionnements, justement. Donc, elle n'a pas pour vocation d'accompagner les familles ou voilà, ou ce genre de choses. C'est vraiment, enfin, voilà, nous, on est vraiment ciblés sur pas la dénonciation, comment La divulgation, voilà, la sensibilisation. On veut vraiment d'accord. Ouais. Non, non, sensibiliser mais un maximum non. de gens, donc le grand public, à ces Alors, dysfonctionnements. alors maintenant, moi, ce que j'essaye de savoir dans tous ces enfants, donc au-delà de la causalité qui fait qu'on enlève un enfant, euh, je vois, j'ai vu, j'ai constaté qu'il y en avait une grande partie qui était attachée à un dysfonctionnement du couple, Oui, notamment quand le père est pervers et devient même presque pédophile, et même pédophile, oui. d'accord? Est-ce qu'on a un pourcentage? Est-ce qu'on a une proportionnalité des dysfonctionnements d'un couple qui est attaché, par exemple, à la pédophilie du père? Est-ce que tu Alors, as des statistiques ou pas? oui, alors, il se dit que environ 75 à 80% des viols sur mineurs sont commis, enfin des affaires d'inceste en gros sont commis par le père. Il se dit aussi que 70% des violences dites ordinaires sont commises par la mère. Donc on est sur comment dirais chacun son dysfonctionnement.
papas sont plus à même de violer leurs enfants et les mamans seraient plus violentes physiquement que les papas donc sur les enfants. Après, il y a très peu enfin, le problème, c'est qu'on a peu de chiffres parce que bizarrement en France, comment dirais-je, on a des statistiques sur tout, hein, même sur le nombre de feuilles de papier toilette utilisées par le français moyen. Mais les enfants, non, on n'a pas de statistiques sur les violences et notamment sur les violences sexuelles. Voilà. C'est ça qui est incroyable. C'est quand un sujet n'est pas développé, c'est qu'il a un intérêt autre derrière. Autrement, les sujets seraient développés. Alors maintenant, moi, j'ai aussi une chose qui m'interpelle au niveau de ce mécanisme-là. D'accord? C'est quand on enlève un enfant, l'enfant au début, sa réaction, quand il quitte sa maman, quand on l'enlève, bien sûr, quand il est nouveau-né, il va pas s'en rendre compte. Non, Mais ouais. si ça arrive à, on va dire, à un enfant qui a déjà la connaissance de sa maman, qui a déjà un amour maternel, quelles sont les premières réactions de l'enfant vis-à-vis de ça? Ouais. Comment Il crie, il se débat. C'est comme si, enfin, il y a des parents qui, moi j'ai entendu des témoignages horribles de parents qui m'expliquaient à quel point leur enfant se débattait, il criait, il hurlait quand la police, parce que c'est des policiers qui viennent récupérer les enfants les 3 quarts du temps pour les placer en foyer. Donc ils se débattent, en fait, on se c'est un croirait dans traumatisme un mauvais incroyable, en fait. film. Comment? C'est un traumatisme incroyable pour l'enfant. Évidemment, évidemment, on se croirait dans un mauvais film de série B, c'est-à-dire que euh, on arrache l'enfant à son parent alors qu'il n'est pas en danger, qu'il est bien avec son parent. Je pense notamment à une amie qui dénonçait donc des crimes pédosexuels et des crimes très graves. Attention, on parle de réseaux pédosatanistes, hein, donc voilà. Ouais, là, c'est le degré supérieur, hein, d'accord. Oui, Mais oui. ça existe, hein. Ah oui, Faudra qu'on oui, en tout à parle. fait. Tu auras des émissions où tu auras l'occasion d'en parler, parce que ça va arriver, Oui, hein. évidemment. Ouais, alors là, c'est des sujets qui sont très très durs. C'est pour ça, on va les aborder avec douceur. Faut pas commencer par cela dans tes premières émissions, en fait. Non, 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 non. Mais de toute façon, ces parents-là, pour témoigner, c'est compliqué. Ils essayent d'abord de sortir leurs enfants, donc ils font profil bas. Ouais. Euh, mais Mais bien c'est sûr. vraiment très compliqué. Mais justement, donc là, cette amie, elle, quand ils sont venus chercher ses enfants, pourtant, elle avait donné toutes les preuves à la police, hein, les enregistrements, les dessins des enfants, les expertises psychologiques, psychiatriques. Enfin, c'était terrible le traumatisme que subissaient les enfants chez le père. Ça faisait 1 an qu'ils vivaient chez la mère et qu'ils allaient très bien, que tout se passait bien. Et ils sont venus les arracher à l'école. Ils sont venus les chercher à l'école. Donc le traumatisme, il est terrible. C'est double peine pour l'enfant. Non Non, mais seulement il est arraché, enfin il est enlevé comme un criminel par des policiers devant son école, et en plus de ça, il est remis aux parents qui l'agressent. Donc c'est vraiment non, mais double peine pour l'enfant. ça, c'est pour Triple moi, peine, puisqu'il est privé de son parent protecteur. C'est triple peine pour l'enfant. bien sûr. Non, non, mais bon, ça, bien sûr, c'est un mécanisme qu'ils connaissent, mais pourquoi ils le laissent se mettre toujours en place? Parce que derrière, moi, je sais pas si toi, t'as eu des statistiques sur ça, mais moi, avec des conversations de gens qui ont été victimes, d'accord, j'ai eu des informations qui m'ont été données, qui m'ont surprise. Je vais t'en donner une, par exemple, en particulier, où on m'a dit, mais plusieurs fois dans des réunions avec des gens que tu as côtoyés aussi, d'accord, mais là où j'ai été surprise, c'est quand on me dit le pourcentage, écoute bien ce que je vais te dire, le pourcentage de pères qui deviennent pédophiles qui ont été eux-mêmes victimes dans leur enfance. Oui, Mais moi, on m'a donné des chiffres qui étaient ahurissants, oui. ahurissants. Oui. Alors ça, je peux te donner les chiffres que j'ai lus dans le manifeste du docteur Salmona. Elle parle donc de 40% des enfants victimes de violences sexuelles qui reproduisent. Voilà, donc 40%. 40%. C'est ça qui est complètement dingue. Franchement, quand entends ça, tu te dis, mais on est, on est dans une perversité qui est absolue. Donc, C'est-à-dire que c'est exponentiel. ouais. Oui. Et donc donc après, il y a ce qu'on appelle des procédures de recours. Pourquoi? Parce Oui, que la maman à qui on enlève l'enfant, de temps en temps c'est le papa, mais enfin, on va prendre l'essentiel, le gros pourcentage, ça reste quand même des mamans. oui, Donc la maman, elle,
elle va s'opposer à l'arbitraire qu'elle subit, parce que c'est arbitraire ce qu'elle subit, d'accord? Et dans le cheminement, au-delà de prendre un avocat pour se défendre, les procédures, elles vont où? Dans quel type de tribunaux? Est-ce que ça sort du tribunal uniquement des enfants? Est-ce qu'il y a des procédures qui sont autres? Quels sont les différents mécanismes que tu peux expliquer, toi? Alors, les placements, c'est forcément le juge des enfants. Obligatoirement. Obligatoirement. Ça ne peut être aucun autre magistrat que le juge des enfants qui place un enfant en foyer. D'accord. Donc, ça, c'est toujours par le juge des enfants. D'accord. Donc, ils sont combien de tribunaux de juges des enfants en France? T'en as un, un par département ou t'en as un? Alors, en fait, non, on a, je sais plus combien, 23 ou 25 cours d'appel en France et dans les dom-toms. Donc, on doit avoir à peu près, je crois, en moyenne entre 3 et 5 tribunaux par cours d'appel. Donc, tout autant de juges des enfants, sachant que, par exemple, au tribunal de Grenoble, il y a, je sais pas, peut-être 5 ou 6 juges des enfants différents. Donc, 5 ou 6 cabinets, ils appellent ça des cabinets de juges des enfants. D'accord. Par exemple, dans un tribunal qui serait un peu plus petit, il y aura peut-être 2 ou 3 cabinets de juges des enfants. Je pense notamment à Privas. Privas, il y a peut-être 2 ou 3 juges des enfants. D'accord. Et ça, ce sont des gens, des juges qui sont spécialisés dans le domaine. Non. Mais non. Que de temps en temps, tu as repéré de la, on va dire, comment je pourrais qualifier est-ce qu'il y a une perversité des fois chez ces juges-là? Alors oui, je vais te citer un exemple, mais alors juste je reviens. Donc non, ils sont pas spécialisés les juges des enfants. Ce sont des juges, des magistrats du siège qui sont nommés. Ouais. Ils peuvent très bien être juges des enfants, juges d'application des peines, juges correctionnels. Ils ont pas une formation particulière aux enfants. Ils ont une formation de magistrat et ils peuvent aller du parquet au siège, du siège au parquet. Ça, on pourra le développer un peu par la suite. Donc le siège, c'est tous les juges qui portent le nom de juge, et le parquet, c'est tous les magistrats qui sont procureurs, substituts du procureur, avocat général, procureur général, etc. Donc ils sont en fait, ils bougent, ils font des fois carrière dans une carrière, ils peuvent exercer un certain nombre ils peuvent exercer dans un certain nombre de juridictions différentes, que ce soit voilà, au correctionnel, en cour d'assises, enfin peut-être, ouais, en tout cas, ils bougent. Là, après, parce que bon, là, on a la partie justice, mais le maillon primaire qui se retrouve être l'assistante sociale, oui. Elle, sa formation, c'est quand même bien la connaissance de l'enfant, c'est quand même bien son sujet majeur. Pourquoi elles deviennent perverses comme ça? Alors ça, il faudrait leur demander. Je ne saurais te dire. Il y a quand même. Bon, après, moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais elle est très personnelle. Mais il faudrait leur demander carrément à eux, en fait, directement, pourquoi ils se comportent de cette manière. Mais il y a on voit des choses. Enfin, c'est terrible. Si par hasard. Mais là, excuse-moi de te couper, mais moi, dans les gens que j'ai côtoyés, donc il y a même des gens, des femmes qui m'ont donné des exemples, mais qui étaient invraisemblables. Parce que moi, j'ai pas honte de dire là que de temps en temps, les assistantes sociales rédigent des rapports mensongers, mais à l'absolu. Mais c'est invraisemblable. Or, des faux en écriture comme ça, c'est des choses qui sont condamnables. Oui, tout Alors à fait. maintenant qu'on m'explique pourquoi la justice ne condamne pas des gens qui écrivent des faux en écriture. Parce que c'est toute une chaîne, en fait. C'est de l'argent, en fait. C'est de l'argent, c'est des postes, c'est du copinage, beaucoup aussi, hein, puisqu'on retrouve des fois des juges des enfants qui vont dans le cabinet du psychologue qui suit les enfants, que elle-même a mandaté. Enfin bon, voilà, c'est tout du. C'est du compérage. Donc, l'émission L'enfant, un business pas comme les autres. Donc, peut-être on aurait pu l'appeler L'enfant, un business comme les autres, finalement. Non, mais non, il n'est pas comme les autres. Parce que un enfant, c'est autre chose.
Oui, D'accord. mais pour eux aussi, hein, pour eux, c'est un Oui, business. pour eux, c'est de la matière Oui, première. Je suis d'accord oui, avec toi. Mais eh oui, nous, on est les parents, d'accord, et on ne effectivement. considère pas que c'est de la matière première. Non, D'accord. c'est ça, tout à Nous, fait. on garde l'affect qu'on a pour nos enfants. Bah, heureusement. Oui. Contrairement à eux, et tant mieux, parce que. Mais là, dans les invités que tu auras, dans les premiers invités que tu vas avoir, donc entre les parents qui viendront, parce que des fois, le cas que je me posais comme question, est-ce que des fois, tu as les deux parents qui s'opposent à l'enlèvement de l'enfant? Oui, alors ça, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps, c'était sur une chaîne de télé mainstream où le papa qui avait donc la garde de sa fille avait demandé de l'aide aux services sociaux quand il a épousé une nouvelle femme et qu'ils ont eu un autre enfant parce que la petite était justement hors de contrôle en fait. Donc il a demandé de l'aide, il a eu le malheur de demander de l'aide aux éducateurs, aux sociaux, à l'assistante sociale et il n'a plus jamais revu sa fille. Ah oui, Voilà. carrément. Donc elle a été placée et il n'a plus revu sa fille. Non, non, mais c'est là où moi, des fois, je me dis, ce business-là, il a évolué quand même au cours des années. Est-ce qu'on a des statistiques de l'évolution? Parce que moi, Oui, j'avais fait oui, une émission oui, oui. quand j'étais sur Table 700, j'avais eu un invité qui avait parlé, lui, qu'on avait enlevé les enfants. Il avait fait une analyse sur tous les enlèvements d'enfants qui avaient eu lieu. Lui, c'était sur l'Allemagne. Il avait fait une étude sur l'Allemagne. Oui, Donc, c'était 10 000 enfants qui étaient enlevés par an, qui disparaissaient. Mais qui ouais, disparaissaient, oui, ouais, carrément. ouais, ouais. D'accord. Le problème, J'aurai c'est qu'on n'a l'occasion, pas j'aurai de. l'occasion de te le présenter parce qu'un jour, Oui, il te parlera. Tu verras. oui. Mais on a très peu de chiffres en France, en fait. C'est le problème, c'est qu'on a vraiment, on n'a pas beaucoup de chiffres. Après, j'ai aussi deux, trois noms en tête qui pourront développer sur ces sujets-là et apporter des réponses un peu plus précises que moi. Ouais. Alors aussi, il y a un sujet que auras, où tu auras même des invités qui vont, qui vont confirmer ce que je vais te dire là tout de suite. La perversité du système, c'est que la personne qui essaie de se défendre, la maman qui essaye de se défendre, 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, quand c'est pas 10 fois sur 10, c'est elle qui devient coupable. Oui, c'est ça. C'est Il l'inversion culpabilise, il accusante. culpabilise la Ouais, maman ou ouais. le parent qui essaye de réclamer le retour de son enfant. Alors non On a seulement ils le culpabilisent, mais en plus ils le disent malade, hein, c'est-à-dire qu'ils sortent l'arme de la maladie mentale, de la faiblesse psychologique, et il faut que les mamans puissent justifier d'une expertise. Elles sont obligées de subir des expertises psychologiques, des expertises psychiatriques. Elles sont accusées d'être aliénantes, alors que aujourd'hui on sait que le syndrome d'aliénation parentale n'est pas du tout reconnu scientifiquement, mais dans les tribunaux c'est toujours l'arme de destruction massive, hein, des mamans. D'accord. Alors, tu vois, ce qui est drôle quand tu parles de ça, c'est que si on fait une sortie du domaine de l'enfance, quand on s'aperçoit que dans la justice, quand tu attaques une personne pour un faux en écriture, parce que on prend la même chose, c'est comment dirais-je, l'assistance sociale qui fait un faux, d'accord, là, mais dans les autres juridictions, dans les autres domaines, dans les autres procédures, tu as toujours des gens qui font des faux. Oui, Or, des fois, ce sont des gens qui ont une autorité. oui, Ça peut être un juge, ça peut être un procureur, ça peut être oui, n'importe. Et là, qu'est-ce que tu découvres quand tu gères ce genre de dossier et de conflit pendant des années? Tu découvres que toi, qui déposes plainte parce qu'il y a un faux en écriture, ils convertissent ta plainte dans une mécanique qui t'empêche d'aller en justice. oui, Et qu'est-ce qu'ils mettent en place? Ils mettent en place un pare-feu pour eux, où ils retournent contre toi la plainte que tu as faite pour faux en écriture oui, pour un mécanisme très simple qui va s'appeler l'insulte publique, le chantage, la menace, et en fin de compte, ils bouclent la procédure. Et moi, je vais faire bientôt une émission avec sur toujours cette antenne-là, donc sur l'émission Le Puzzle de la vérité, avec quelqu'un que tu as peut-être connu ou que tu connais peut-être de nom, qui a écrit un livre, un gros livre qui s'appelle La supercherie judiciaire. oui, Un ami à moi qui s'appelle Ernest Pardo.
où justement, on aura l'occasion de parler et de démontrer le type de mécanismes qu'ils mettent en place pour t'empêcher d'avancer dans la justice. Oui. Et là, il y en a à l'appel. Ah bah oui. Donc là, tu auras même hein, quand ils se donnent la peine de faire les choses correctement pour t'empêcher, parce que sinon, ça les dérange pas non plus de broder ou même d'écrire des choses qui sont totalement incohérentes quoi, dans les jugements. Moi, j'ai pu en lire des jugements. C'est complètement incohérent, quoi. Et c'est pas motivé ou c'est de l'inversion accusatoire. Il n'y a pas d'argumentaire. C'est ça. Donc là, c'est ce que je te disais. Ça recoupe exactement ce que je te disais. On se retrouve avec du faux en écriture. Oui. Du faux en écriture. Oui. Et moi, je trouve ça insupportable, le faux en écriture. C'est-à-dire que le code pénal aussi trouve ça insupportable, hein, puisque pour un magistrat qui fait un faux, il risque 15 années de réclusion criminelle. C'est un crime. Oui, mais c'est pour ça qu'il contre le faux en écriture par une tentative de chantage ou une menace ou de la diffamation. Tu vois, ils ont mis en place ce mécanisme-là. Mais attends, moi, j'ai pas honte de dire dans mes procédures, là, je te parle uniquement de mes procédures sur le domaine des tribunaux de commerce, avec la mafia qu'il y a. C'est pas moi qui l'ai créé, le titre, la mafia des tribunaux de commerce, c'est un inspecteur qui s'appelait Antoine Godino. Moi, j'ai repris son livre et j'ai mis la mafia des tribunaux de commerce. C'est quoi? Oui. Donc, pour aller dans le sens de ce qu'il avait démontré. Ouais. Mais quand tu vois cette perversité-là, ben, tu la retrouves dans tous les systèmes judiciaires de France, absolument tous, avec la manipulation des conclusions, des rapports, et là, on a du mensonge partout. Oui. Après, c'est couvert par le corporatisme. Hein. Un juge ne condamnera jamais un autre juge. Alors, le corporatisme, moi, je le mets de côté parce qu'il y a une échelle qui est au-dessus, d'accord, pour moi, et ça, c'est un constat que j'ai fait. Alors, je ferai une différenciation parce que je vais parler d'une chose que tu connais, que tu as déjà entendue, où moi, je fais une accusation, mais je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Alors, ce que j'appelle, c'est la franc-maçonnerie. Oui. Or, la franc-maçonnerie d'un certain niveau, avec une certaine perversité, parce que tous les francs-maçons, bien entendu, ne sont pas à cette échelle. Il y a bien des francs-maçons qui ont encore la philosophie d'origine, d'accord? Tout à fait. La perversité de la franc-maçonnerie de haut niveau qui va friser et qui touche le satanisme, parce que il faut pas oublier que ça existe, d'accord? Ils sont en violation de leur propre constitution. Je sais pas si tu as entendu parler des constitutions americaines. Oui, je les connais, ouais. Voilà, donc qui violent en permanence, hein, ils respectent même pas leurs règles. Donc quand on voit ça, après qu'on appelle ça des. Le problème, c'est qu'il aurait fallu les dénommer. La maçonnerie n'a rien à voir avec les francs magouilleurs qu'on a en face de nous. Et bien sûr. Donc, et ils sont d'ailleurs, à cause de ça, ils détruisent l'origine ou la fonctionnalité de la franc-maçonnerie d'origine. Oui. Sachant quand même qu'ils salissent un certain nombre de leurs frères qui, eux, sont tout à fait honnêtes dans leur démarche d'amélioration de l'être. Mais bien sûr. Donc, et derrière, il faudra un jour avoir des invités qui connaissent bien ce monde-là, parce que j'en connais moi, j'ai eu d'ailleurs j'ai un ami qui avait témoigné dans TGIG News et qui nous avait parlé de son parcours en tant que maçon et il a dû quitter la maçonnerie pour des raisons qu'il pourra éventuellement redire, mais oui, c'est un avocat, non? C'est pas un avocat? Non, il n'est pas avocat. C'est Thierry Bécourt. Il est très connu parce que lui a attaqué Thierry Bécourt, j'ai fait une émission avec lui parce que c'est l'indépendance de la Savoie, d'accord? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, j'ai fait une émission sur TVADP dans La Parole au Peuple et il était invité et il y avait justement un autre ami à moi que tu connais aussi qui s'appelle Christian Cotten. Oui, voilà. Donc là, on est dans des liens de réseau, on connaît, donc voilà. Voilà, mais Christian moi, je Cotten, pense à quelqu'un d'autre. Aussi, moi, je pensais à quelqu'un d'autre et moi, j'ai perdu un ami qui avait dénoncé ça. Donc, oui, il est mort, il est tombé du 6e étage. Ah oui. Il est tombé en Suisse, il a eu un accident. Ah oui. Mais je développerai pas, d'accord? C'était un musicien,
Hein, donc, Ah oui, on en a parlé là, il n'y a pas longtemps. mais bien sûr, il y a quelques mois, Oui, c'est arrivé oui, il y a très très peu. oui, D'accord. ouais, ouais. Oh là, oui. Et moi, On va faire. je l'avais contacté la veille de sa mort. Parce Ah que oui, je l'avais en amitié sur Facebook, d'accord. Je l'avais ouais, rencontré chez quelqu'un qui est banni. Donc quelqu'un, ouais. c'était un ami d'un monsieur qui s'appelle Dieudonné, pour ceux qui Oui, ah connaissent, oui, ouais, d'accord. oui, bah oui, Et moi, je l'avais rencontré là-bas chez Dieudonné dans la remise des quenelles d'or, entre guillemets, Ah oui, oui, d'accord. d'accord, oui, oui, Voilà. ouais, ouais, ouais. Mais c'était un personnage attachant, franchement. Oui, Donc, lui, il avait dénoncé des choses avec. oui, Et là, on tombe dans ce qu'on appelle la franc-maçonnerie de haut niveau. Ça n'a oui. rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le petit Rotary Club ou Lions Club. Non, Avec, ouais, franchement, là, c'est. ouais, oui. On Bien sépare bien les choses. Hein. On sépare bien les choses. que Il y a quand pas. même, il y a on a des dossiers pédos avec des membres des Rotary Club qui, eux, ne sont pas, même quand ils sont condamnés, ils sont exempts de prison. Oui, bien sûr. Non, Ils non, sont condamnés à des peines là, très graves. mais là, alors, là, t'as quoi? Je vais je vais essayer de faire un parallèle pour que tu comprennes bien le constat que j'ai fait au cours des années. Oui, D'accord? Si à un moment donné, tu as des juges qui ne condamnent pas un pédophile, c'est parce que il est coincé lui-même, le juge. oui, Il ne le fait pas innocemment. Alors, je vais faire un parallèle pour que tu comprennes bien ce que moi j'ai vu, ce que j'ai constaté, ce que j'ai subi et ce que j'ai analysé. oui, Ça fait 20 ans que j'analyse le dysfonctionnement des tribunaux de commerce. oui, D'accord. ouais, Mais, avec tous les témoignages que j'ai, et là je vais faire une oui, affirmation où on ne peut pas m'attaquer parce que j'ai des témoignages de gens qui le disent. oui, D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un liquidateur, ils sont 400 en France, ils liquident des boîtes, 50 000 en moyenne par an, mais on vole l'immobilier des entrepreneurs. On leur vole leur maison, on leur vole leur propriété, parce que c'est un mécanisme de caution qui se met en place. En fait, c'est une grosse magouille. oui, Et le drame de cette affaire-là, c'est que les mandataires qui gèrent, qui deviennent liquidateurs, les mandataires liquidateurs, oui, d'accord, pour pouvoir avoir la main sur la justice, tu sais ce qu'ils font? Eh ben, ils vendent l'immobilier à des juges, à des procureurs, à des gens qui ont le pouvoir de rendre la justice à moindre prix, où là, ils ont tellement gagné d'argent mm, qu'ils sont obligés de fermer leur gueule quand la justice intervient, quand le mandataire arrive. oui, Ça veut dire que tu vis exactement la même chose avec le monde des enfants, mm, d'accord? Où tu as de temps en temps des juges qui ont été pervertis, qui ont été pris la main dans le sac, et qui sont obligés de fermer leur gueule dans une procédure. oui, Et moi, j'ai des témoignages de gens à qui on a volé la maison, qui ont prouvé en vidéo que le mandataire avait vendu à un juge, à un président de cour. oui, ouais. Oui, Comment veux-tu que la justice, elle fonctionne après? oui, effectivement, sachant quand même que j'ai entendu donc un professionnel du droit qui explique qu'un quart des magistrats sont pédos, Un euh, quart, un un quart des quart. magistrats violeraient des enfants. Donc je mets tous les guillemets, les parenthèses. Hein, mais bon, c'est de source sûre. A priori, il connaît sa corporation, la personne à qui je pense. Et j'ai un autre juriste, un professionnel du droit, qui me dit qu'un quart des procédures judiciaires sont des erreurs judiciaires. Donc, pareil, hein, erreur ou dysfonctionnement. Donc, ce qui Ouais, non, signifie qu'un non, magistrat, dans sa vie, une procédure sur quatre, elle est foireuse, quoi. Donc, Ce sont des choses alors, qui sont intolérables. Hein. mais oui, mais il faut continuer de dénoncer ce genre de choses, bien Oui, sûr. Moi, je vais te donner un autre exemple que je dénonce, ce qui m'insupporte, c'est quand oui, tu as un mensonge qui est flagrant, qui a été écrit, et qui finissent par qualifier ça d'erreur matérielle. D'accord. Donc là, alors là, ça, c'est insupportable. C'est des menteurs professionnels qui le font sciemment et oui, ils qualifient ça d'erreur matérielle. oui, Donc ça, franchement, il faut que les gens continuent de le dénoncer. Et oui, moi, j'ai des invités qui l'ont dénoncé, mais il faut continuer. Il oui, faut qu'on leur mette leur nez dans leur merde, hein, oui, parce oui, tout à qu'autrement, on n'y fait. arrivera pas. Bah oui, ouais, Or, si tu es d'accord, si toi, tu viens pour cette émission qui va naître très très prochainement, oui, elle va être en conjugaison avec tous les autres dysfonctionnements des autres métiers. oui, bien Moi, sûr. j'ai. Ben, pourquoi? Parce que les gens,
auront intérêt à comprendre qu'en fait, tout est lié. Oui. Tout est lié. Il y a un lien dans toutes les choses qu'on vit. Oui. Et moi, tu vas te retrouver avec des témoins qui auront été liquidés, par exemple. D'accord? Le couple, il a divorcé, on a enlevé les enfants et ils vont se retrouver dans ton émission à toi, alors qu'ils avaient été peut-être avec moi dans leur liquidation. Tu vois? C'est ça quand les gens vont comprendre. C'est qu'ils vont comprendre que les conséquences sont colossales. Colossales. Et quand je vois ou quand j'entends la parole des gens de ce qu'ils nous disent, de ce qu'ils nous expliquent et du nombre de professionnels du droit, qui soient juges, qui soient procureurs, substituts, présidents, peu importe, là, tu découvres vraiment que la perversité elle est à tous les niveaux. Oui. En tout cas, moi, je l'ai constaté, j'ai des témoins, j'ai des vidéos, j'ai des gens qui le disent. Et ça, faut que les gens le comprennent. Alors toi, dans ton émission, quand tu feras venir tes invités, tu vas commencer par qui? Par des parents. Hein? Par des parents. Par des parents. Oui. Et toi, tu as une tranche d'âge où tu démarres ou tu vas taper un peu dans n'importe quel? Parce qu'il n'y a pas d'âge en fait. Alors, en moyenne, quand même, les mamans ont mon âge, hein, la quarantaine, un peu moins, un peu plus. Voilà, ça tourne quand même dans ces, dans ces moyennes d'âge. D'accord. Donc ça, c'est… écoute, moi, ce que je vais faire pour toi, parce qu'il y a une chose que tu n'as pas encore, mais on s'est mis d'accord avec le titre de l'émission. Oui. Mais il va falloir maintenant qu'on te travaille une image de fond. Tu as vu, moi, j'ai un puzzle, parce que ça s'appelle le puzzle La Vérité. Oui. Donc, si tu as une idée d'images qui pourront habiller cette émission-là, tu as le droit de nous la soumettre. D'accord? Moi, pour mon autre émission, La Mafia de tribunaux de commerce, j'ai la balance de la justice. J'ai la justice avec son bandeau. D'accord? Oui. Et toi, il faudra qu'on trouve une image symbolique. D'accord? Il y en a un certain nombre qui tournent justement dans les réseaux de placement abusif et de placement inversé. Alors, donc là, il y aura pas de problème. Tu vas trouver. Donc, on la mettra en lien. Puis, après, il y a une deuxième chose qui sera importante. C'est qu'on trouve un super générique. D'accord? Un générique. Alors, des fois, je rigole parce que je pense à moi, une production que j'ai faite qui a été la plus grosse parce que j'ai été éditeur et producteur de musique, hein, d'accord? Donc, et ce que j'ai trouvé adorable dans ma vie, tu sais ce que c'est? Non. C'est que la plus grosse de toutes mes ventes, c'est simplement une chanson chantée par une petite fille qui s'appelle Maman d'amour. Oui. Et cette chanson-là, c'est la petite fille qui dit qu'elle aime sa maman. Oui. Et ça, pour moi, c'était le cadeau de la fête des mères, que j'ai envoyé en vidéo d'ailleurs dimanche, hein, parce que la fête des mères, hein, et je la remets en route tous les ans, parce que tout le monde aime cette chanson-là. Mais en fait, on aura un générique, il faudra que le générique il soit symbolique de l'enfance. D'accord? Alors, on a des artistes très engagés. Bon, c'est des artistes hip-hop, rap, qui sont très, très engagés. Ils écrivent justement des textes sur la pédocriminalité et sur les enfants kidnappés. Oui, j'en ai entendu certains. Alors ça, un jour, tu auras peut-être même l'occasion d'inviter j'espère. Ce qu'on appelle en extra ball, d'accord? Un monsieur qui te démontrera donc parce que tu auras le droit d'avoir dans ton émission des gens qui ont été victimes, qui ont envie de le raconter. D'accord? Oui. Parce que l'enlèvement des enfants, s'il a été enlevé, il a subi et il a le droit de venir le raconter dans ton émission. D'accord? Ça fait partie du schéma de ton émission. D'accord? Donc là, tu vois, les gens, ils vont déjà comprendre tout ce qui va se passer dans ton émission. Si tu avais un jour de diffusion, je prends un exemple tout simple, hein, donc il y aura très rarement ce qu'on appelle un live direct, d'accord? Parce que c'est compliqué à faire. Mais si tu avais une heure de diffusion, un jour de diffusion, si tu avais eu par exemple un direct à faire, tu aurais choisi quel jour ou quelle heure ou comme ça pourrait éventuellement paramétrer la diffusion, l'heure de diffusion de l'émission. Oui, j'aurais choisi le mardi soir de 20h à 21h puisque le lendemain c'est le jour des enfants. Voilà. D'accord, un lien avec le jour des enfants le mercredi.
D'accord. Donc, bah, c'est pas bête. Pourquoi pas. Donc, mais sur TVADP, ça sera un peu plus difficile parce qu'il y a une émission qui existe déjà qui s'appelle La Parole au peuple à 20h30. Ouais. Donc, soit c'est une émission qui est l'émission juste avant, ça sera le mardi soir, par exemple, à l'heure d'avant, avant l'émission. Ça pourrait être un 19h, 20h, par exemple. Donc, ça pourrait très bien faire. Est-ce que ce genre d'heure de diffusion, ça te conviendrait? Alors, il y a aussi les parents qui s'occupent de leurs enfants qui restent avec eux quand même jusqu'à 21h, jusqu'au coucher. Donc, voilà. Je sais pas trop. En même temps, ça sera pas du direct et j'imagine que ce sera retransmis. Donc, il y aura des retransmissions. Donc, ce qu'on pourrait faire. Sachant que je vais aussi partager sur TGIG News, sur mes réseaux. Donc, bien sûr. Donc là, même peut-être même que tu auras je te mettrai en relation avec une personne qui te permettra de préenregistrer ton émission. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il faudra qu'il y ait le logo TVADP, parce que c'est une régie TVADP, ce qui t'empêchera pas après d'avoir une copie pour la remettre sur ton réseau à toi, comme je fais moi avec mes émissions sur ma propre chaîne. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer de diffuser, il faut démultiplier, et plus on démultiplie, plus ça les emmerde. Hein, faut bien comprendre que je suis un petit peu vulgaire dans la manière de le dire, mais mon but, c'est aussi de leur amener des ennuis. En même temps, tu reprends les propos de notre cher président qui souhaite emmerder les Français, enfin une certaine catégorie qui souhaitait. Voilà. Oui, ben voilà. Donc en tout cas, moi je me bats pour la vérité, d'accord. Et comme la vérité, il paraît que ça emmerde, eh ben on est obligé de les emmerder. Ça me paraît évident, d'accord. Donc là, on fera ça. Donc t'as à peu près combien déjà de pré-invités dans ta tête? T'as déjà une idée, non? Ou beaucoup? Voilà, si on compte un par semaine, je suis pleine jusqu'en septembre. D'accord. Enfin voilà, après, ça dépend si TVADP fait une pause au mois d'août, donc je suis pleine jusqu'en octobre. Non, parce que l'objectif justement, c'est d'avoir des pré-enregistrements qu'on peut diffuser. Donc toi, si après tu as la mécanique pour enregistrer d'une émission, très clair. C'est qu'à un moment donné, bah, tu en feras peut-être 2 ou 3 dans la semaine que tu feras, tu choisiras, et on paramétrera la diffusion au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que ça sera, évidemment, là on est au mois de on va bientôt être au mois de juin, mais moi je pourrais avoir par exemple une retransmission d'une autre émission qui est déjà passée, mais c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment donner la parole aux gens, d'accord? Au même titre qu'un jour, tu pourras avoir par exemple dans ton entourage, si un jour ça tu as envie d'avoir un relais avec une autre animatrice qui pourrait être ton aide de camp, ou ça peut très bien arriver, d'accord? C'est qui peut avoir un relais si tu n'as pas envie d'avoir toutes les émissions, d'accord? L'émission, elle est la tienne, on la lance, mais si demain tu avais pour X raison envie de prendre un mois de vacances, tu aurais le droit d'avoir une collègue qui ferait les émissions, d'accord? Faut bien comprendre ça, d'accord? Donc moi, pour ce soir, on a fait presque un résumé global de ta future émission. La partie maintenant qui va être importante, c'est de la mettre en route assez rapidement. Cette émission-là qu'on vient d'enregistrer, elle sera diffusée sûrement dès demain, d'accord, pour que les gens soient avertis. Et ben moi, je suis content de t'avoir eu en petite conversation pour annoncer cette future émission. Et j'ai aucun doute que celle-ci, elle sera écoutée et que tu auras des appels, tu auras des commentaires et que ça risque de surprendre beaucoup de gens. Oh oui. Hein, d'accord? Donc, Sabrina, on a bouclé notre heure. Oui. Ouais, mine de rien, on a parlé, hein, on n'a même pas mis de documents, on avait de quoi parler de cette émission-là. Donc, pour ce soir, on va en rester là. Je vais te donner un rendez-vous où on se retéléphonera, nous tous les deux, parce qu'évidemment, on a nos propres contacts, d'accord? Et pour ce soir, eh ben, écoute, j'ai plus qu'à te remercier de cette parole et de cette future émission. Merci à toi pour ton invitation et pour cette. Écoute, en tout cas, tu vas être dans le puzzle de la vérité.
Oui. Et la vérité, c'est toi qui vas l'amener avec la future émission dont on rappelle le titre. L'enfant, un business pas comme les autres. Merci, ma petite Sabrina. Je te Merci. remercie beaucoup et puis je te dis à bientôt. À D'accord? bientôt. Ok. Merci. J'envoie le générique. Donc, merci. Au Salut. revoir.